Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse du tout premier teaser de l'épisode 9 de Star Wars intitulé The Rise of Skywalker. Et contrairement à ma toute dernière vidéo de Game of Thrones où tout était sorti de ma tête, et bien pour celle-ci j'ai dû me replonger dans les différentes théories qu'on peut voir traîner sur internet. Et oui, puisque j'avais un petit peu laissé tomber l'univers Star Wars après cet épisode 8 qui avait beaucoup divisé la communauté, mais ça y est, je m'y suis remis, c'est parti, accrochez-vous. Évidemment, il y a des choses à dire sur ce titre, mais je vous propose de garder pour plus tard les quelques théories sur ce Rise of the Skywalker et de commencer par l'analyse de ce teaser plan par plan. Sur 1 minute 34 de nouvelles images du film, on a presque 1 minute, soit les 2 tiers du teaser, consacrés à cette scène de Rey face à un TIE Fighter dans le désert. Sur la base de ces simples images, impossible de deviner de quelle planète il s'agit, mais si c'est une planète qu'on connaît déjà, il peut s'agir de Jakku, de Tatooine, sachant que la surface de Jedha ne ressemble sans doute plus à ça et n'est probablement plus respirable depuis la destruction de Jedha City. Sachant que ce teaser est truffé de références au passé, vous savez, celui que The Last Jedi essayait de cacher sous le tapis, je pense qu'on peut quand même parier sur Tatooine. Ce qui est intéressant, c'est que 3 scènes du teaser semblent aussi dérouler le face-à-face entre Rey et le TIE Fighter, Poe Dameron et Finn qui regarderaient la scène à distance, puis la poursuite entre les Troopers du Premier Ordre et Poe, Finn ainsi que ses 3 PO sur une barge très réminiscente de celle du Retour du Jedi. Mais revenons maintenant à ce face-à-face assez particulier entre la femme et la machine. De toute évidence, Rey sait que le TIE Fighter arrive et sa respiration nous indique que ce n'est sans doute pas leur première confrontation. 2 questions se posent, s'agit-il d'un entraînement, d'une attaque ou d'autre chose, et qui pilote le TIE Fighter? Le plan sur les gants semble indiquer que c'est bien Kylo Ren qui est aux commandes, même si la juxtaposition des plans peut simplement chercher à nous le faire croire. Toutefois, quand on observe ce TIE Fighter, il ressemble bel et bien à celui de Kylo Ren, mais qui aurait été modifié avec cette teinte rouge qui rappelle autre chose, et oui, les lignes rouges de soudure réunissant les morceaux du casque de Kylo. La coïncidence me semble trop forte, et je pense donc que c'est bel et bien Kylo qui pilote. Et alors s'agit-il d'une attaque directe ou alors d'une sorte d'entraînement? Eh bien je dirais plutôt ni l'un ni l'autre, mais quoi qu'il en soit, pour une attaque ce serait particulièrement stupide, à moins que le TIE Fighter ne soit plus capable de voler normalement et ne puisse plus faire usage de ses canons. Toutefois, du côté de Rey, l'intention semble bel et bien de frapper le chasseur avec son sabre, ce qui semble indiquer une forme de confrontation ou retrouvaille, mais sans que Kylo ne veuille tuer Rey. Pour revenir juste un peu en arrière, on remarque ce plan avec le sabre d'Anakin et Luke, d'ailleurs, aux côtés du blaster offert à Rey par Han Solo. Ce sabre avait été détruit dans The Last Jedi, on s'en souvient, quand Rey et Kylo tentaient chacun de l'attirer par la force. De toute évidence, Rey a pu réparer ce sabre, d'autant plus qu'on sait qu'environ 1 année se sera écoulée entre les événements de The Last Jedi et ceux dépeints dans The Rise of Skywalker. Dans cette scène qui a de fausses allures de duel de western, la voix off, celle de Luke Skywalker, est essentielle. Elle laisse entendre que lui-même, Yoda et d'autres maîtres, comme Obi-Wan peut-être, sont venus auprès de Rey pour lui enseigner leur savoir, exactement ce que Luke refusait de faire dans l'épisode 8, il préférait boire du lait vert. Et on peut supposer également que Rey aura eu largement le temps de consulter les documents de l'ordre Jedi qu'elle avait emportés. 1000 générations vivent en elle, mais c'est son combat et chaque génération a sa légende. Encore une façon pour J.J. Abrams d'inscrire cet épisode dans le passé de la saga, un message en opposition avec l'épisode 8 qui avait justement tout détruit pour ne laisser que Ben Solo, Kylo Ren, en antagoniste principal, ce qui ne semble plus être le cas. Le teaser nous montre ensuite un vaisseau non identifié approcher d'une cité dans des montagnes entourées de nuages. On peut penser à la cité volante de Lando Calrissian ou encore à l'ambiance sombre de la planète Eadu dans Rogue One. Certains ont souligné la ressemblance entre ce vaisseau et celui dont Rey se souvient quand on l'a abandonné enfant sur Jakku, mystère. Ailleurs dans la galaxie, Kylo semble continuer à faire régner la terreur dans des combats en forêt avec de la neige, voilà qu'il ne nous dépayse pas beaucoup, le tout dans une sorte d'apocalypse rougeoyante. L'adversaire qu'il plaque au sol est équipé d'une arme rudimentaire, plutôt un fantassin de rien qu'un chevalier de Rennes, si vous voulez mon avis. On remarque ensuite que ce ne sont pas des mains humaines qui travaillent à rafistoler le casque de Kylo. Quoi qu'il en soit, cette reconstruction pourrait éventuellement impliquer une sorte de retour en grâce de l'idée selon laquelle Kylo voudra terminer ce qu'Anakin Skywalker avait commencé, mais je vais y revenir. Suivent 2 scènes de personnages dans des rôles de spectateurs, d'abord celle correspondant, je pense, au face-à-face de Rey et Kylo, avec Finn notamment qui tient le bâton de Rey, qui serait trop encombrant pour ses cabrioles, puis BB-8 et DD-O, un nouveau petit droïde qui penche la tête pour voir quelque chose, peut-être la tête de Rian Johnson qui découvre ce teaser. La carte nostalgie est toujours jouée à fond avec Lando Calrissian, sachant que Billy Dee Williams a 82 ans quand même, espérons qu'il ait au moins révisé son code avant le saut en hyperespace.
Le teaser nous prévient ensuite que cet épisode vient achever la saga. Je pense que tout le monde a bien compris, l'ambition affichée, c'est d'apporter un point final à 3 trilogies, ce qui n'est pas forcément une chose évidente quand on n'a même pas écrit à l'avance un scénario pour la dernière de ces trilogies, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un miracle, croisons les doigts, sous des pieds aussi. La course-poursuite sur la planète désertique semble passer par un champ de récolte d'eau avec ces sortes d'antennes qui sont destinées à capter l'humidité de l'air. C'est ça, ou alors éventuellement le champ de mine le moins discret du monde, c'est à vous de voir, je vous laisse juger. Des soldats en landspeeder et en jetpack, tiens c'est nouveau ça, sont à la poursuite de Poe, Finn et compagnie, et comme d'habitude ils tirent n'importe comment. Poe Dameron a sans doute dû se dire que sur la surface, ces antennes étaient encore ce qui ressemblait le plus au coup du champ d'astéroïdes qu'on retrouve finalement sous une forme ou sous une autre, donc 90% des poursuites de Star Wars et de tous les space opéras existants. On a ensuite un plan rapide d'un vaisseau de type A-Wing, pas E-Wing, on n'est pas dans Dallas, qui semble passer à côté d'un destroyer, mais ça se passe dans une atmosphère, pas dans l'espace. C'est sans doute la main de Leia qu'on voit ensuite, alors qu'elle observe la médaille de Han Solo. Souvenez-vous, ces médailles avaient été remises suite à la victoire de l'épisode 4. L'embrassade entre Rey et Leia provient de scènes inutilisées de l'épisode 7, et c'est vrai, il y a toujours de l'émotion dans les images de la regrettée Carrie Fisher. Les jeunes héros se retrouvent apparemment sur la planète Endor, encore un retour à l'épisode 6, face à un énorme fragment de la deuxième étoile de la mort, et oui, tout laisse penser que c'est bien Endor et donc la deuxième étoile. Et oui, évidemment, puisque lorsque la voix de Luke assure que jamais personne n'est vraiment parti pour de bon, c'est le rire de Darth Sidious Palpatine qui retentit à la surprise générale. Et je dois bien avouer que ce rire a eu un double effet sur moi, d'abord une sorte d'excitation malgré moi, après tout Palpatine est un des personnages les plus fascinants de la saga, et certainement le méchant le plus retors et puissant. Et juste après cette excitation, je dois dire que j'ai quand même bien rigolé en pensant à ce que les scénaristes étaient obligés d'aller rechercher pour trouver quelque chose après la table rase qu'avait laissé Rian Johnson avec The Last Jedi. Ben oui, que voulez-vous, de toute évidence, J.J. Abrams et Chris Terrio, qui ont écrit ce scénario ensemble, n'avaient pas envie de laisser Kylo Ren comme seul antagoniste, comme seul défi à relever pour les héros, et du coup ils sont allés déterrer Pépé Palpatine. Et justement, rassurez-vous, je vais venir sur toutes ces théories autour du retour de Palpatine, mais avant cela, arrêtons-nous sur le titre The Rise of Skywalker. Ce titre, c'est peut-être d'abord l'expression de l'ascension de Luke au statut de fantôme de la Force, mais voilà qui semble un peu trop évident. Certains supposent que Skywalker deviendrait le nom d'un nouvel ordre qui parviendrait à proposer une forme de syncrétisme entre usage bénéfique de la Force et inclusion des émotions que les Jedi faisaient l'erreur de rejeter en bloc. Un ordre qui se rapprocherait donc dans ses principes de l'idée de Jedi gris pour les connaisseurs. On apprend dans le roman Thrawn Alliances que la langue des Chiss, dont le grand amiral Thrawn est un membre, désigne sous le terme Skywalker de jeunes utilisateurs de la Force capables d'assurer la navigation spatiale à la place d'un ordinateur. Et du coup, si vous avez bien suivi le raisonnement, le mot Skywalker deviendrait une sorte de nom commun pour désigner les utilisateurs de la Force, et il s'agirait de venir apporter une forme de conclusion à cette sempiternelle opposition entre le côté lumineux et le côté obscur, sachant que les Skywalker, la famille, a beaucoup navigué à la lisière entre les deux. Alors évidemment, on peut supposer que Rise of the Skywalker aura de multiples significations, et parmi toutes celles-là, on peut éventuellement supposer une forme de rédemption pour Ben Solo, puisqu'il a du sang Skywalker, et peut-être que cette rédemption viendra avec une forme de sacrifice, notamment pour mettre un terme définitif aux agissements et à la menace que pose Palpatine. En gros, achever ce qu'Anakin Skywalker avait commencé, comme l'avait promis Kylo Ren dans l'éveil de la Force. Mais alors justement, dans la continuité de cette idée, qu'est-ce qui peut bien expliquer ce retour de Darth Sidious ? Eh bien, il y a d'abord l'hypothèse des clones. En effet, les Sith ne sont pas supposés pouvoir accéder à l'option fantôme de la Force, ils sont bien trop égoïstes pour cela. Du coup, on peut imaginer que Palpatine avait prévu des corps au préalable et qu'il a enfin réussi à transférer son esprit, qui aurait survécu jusque-là dans une sorte de demi-état entre la vie et la mort, et donc de s'incarner dans un nouveau corps. Et donc ce qui semble plutôt intéressant pour expliquer qu'on n'ait pas eu de nouvelles depuis si longtemps de Monsieur Darth Sidious, c'est qu'il est resté coincé pendant un bon moment dans cet état assez intermédiaire, relié uniquement à ces décombres de l'étoile de la mort. Et justement, cette capacité pourrait lui venir des enseignements de Darth Plagueis, évoqués dans ce fameux passage vu et revu de l'épisode 3 quand tout le monde s'interrogeait quant à la véritable origine de Snoke. On découvrira peut-être même un lien entre Snoke et Palpatine dans cet épisode 9. Mais comment expliquer qu'un esprit coincé dans une épave soit si dangereux? C'est là qu'intervient la théorie de son accès au monde entre les mondes, The World Between Worlds, un concept apparu dans un épisode de Star Wars Rebels, saison 4, une série qui fait partie du canon officiel.
Pour simplifier, ce monde entre les mondes, c'est un petit peu l'équivalent au final du royaume quantique du Marvel Cinematic Universe, puisqu'il permet de voyager aussi bien dans le temps que dans l'espace. Et du coup, vous l'aurez compris, si Palpatine en personne maîtrisait un tel endroit, eh bien il pourrait modifier l'histoire à sa guise et donc régner sur l'univers. Alors bon, j'avoue, on peut aussi douter qu'un tel niveau de subtilité soit apporté par le scénario de cet épisode 9, et peut-être qu'on nous dira tout simplement qu'il est particulièrement dangereux, tout simplement à cause de sa maîtrise inégalée du côté obscur, et puis point. Si cette vidéo vous a plu, je vous recommande de vous abonner à la chaîne, puisque si ce n'est pas encore le cas, vous risquez de vous retrouver un de ces jours comme une âme errante attachée à une carcasse sur Endor, et je vous garantis que c'est pas très marrant. Je vous donne rendez-vous bien évidemment dès lundi soir pour l'analyse du premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones, puisque chaque lundi pendant les 6 semaines, je serai fidèle au poste. Et si vous vous interrogez encore sur la meilleure façon de regarder Game of Thrones, cette saison 8 qui est la dernière, eh bien je vous recommande Molotov TV. Alors cette vidéo-ci n'est pas du tout sponsorisée, mais comme je suis vraiment convaincu personnellement de l'intérêt de cette application, eh bien je continue de vous en parler. Et je vous dis donc à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!